Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bonsoir, bienvenue. Au sommaire de ce 20 juillet 2015, c'est le remaniement ministériel annoncé hier et les réactions qui en découlent. Dans cette édition, Jaime Bitunama, le directeur de publication du journal L'événement, donne son opinion sur le sujet. L'Union nationale des établissements privés de santé du Burkina Faso a officiellement un bureau. Les membres de la structure ont été installés ce matin au cours d'une assemblée générale à Ouagadougou. Et cette année encore, la saison des pluies soulève l'épineuse question de l'habitation des zones inondables. Zoom sur le quartier d'Apoya, où des habitants expliquent leur calvaire après chaque pluie. Le MBDHP réagit à la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré. L'Organisation de défense des droits humains souhaite que la procédure aille à son terme. Dans sa déclaration faite aujourd'hui, elle rappelle avoir aussi initié 2 procédures judiciaires contre François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré, Assimi Kwanda et X. Aussi qu'une requête a été introduite au tribunal de grande instance de Ouagadougou afin de poursuivre le général Gilbert Diendéré, le général Honoré Nabéré Traoré et X pour assassinat et tentative d'assassinat. Parlons à présent du remaniement ministériel. Auguste Denis Barry, l'un des piliers du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, a quitté le gouvernement. Il était toujours aux côtés de son frère d'armes aux premières heures de la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Zida. Bref rappel des faits sur sa réapparition sur la scène politique après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. C'est avec Innocent Soulama. Dès les premières heures de la chute de Blaise Compaoré, Denis Auguste Barry a toujours fait ses apparitions aux côtés du lieutenant-colonel Zida. Dans la même nuit du 31 au 1er novembre 2014, lorsque Zida renforce son autoproclamation, Auguste Denis Barry est présent sur le plateau. C'est lui-même qui lit les communiqués. C'était à 2 heures du matin. Les forces de défense et de sécurité sont chargées de la prise des mesures appropriées sur toute l'étendue du territoire. Ouagadougou, le 31 octobre 2014, lieutenant-colonel Zida Isaac. Pendant les périodes les plus fragiles de cette autoproclamation et de la désignation plus tard de Zida comme chef de l'État par l'armée, tous se rappellent encore du communiqué numéro 5 du 2 novembre 2014 suite aux tentatives de proclamation de Lougué et des partisans de Sanra Sérémé. Le communiqué numéro 5 avait un ton de fermeté. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas, seul l'intérêt supérieur de la nation prime et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Auguste Denis Barry n'aura pas fait les 12 mois dans le gouvernement de la transition, 9 mois, un peu plus qu'en 2011, seulement 2 mois dans le gouvernement Tiao au lendemain des mutineries. Autre avis sur le départ du ministre Auguste Denis Barry, c'est celui de Germain Bitunama, le directeur de publication du journal L'événement. Il estime que ce remaniement est audacieux, mais il n'aura aucun impact sur le fonctionnement du ministère de l'administration territoriale. Et c'est avec Ibrahim Zongo. Le remaniement technique du gouvernement intervenu ce 19 juillet 2015 suite aux 2 semaines de crise qu'a vécu le pays aurait été fait de façon équilibrée. C'est du reste la conviction du directeur de publication du journal L'événement qui estime que ce remaniement tient compte des aspirations des différents protagonistes. Je pense tout de même que le président, sans couper la poire en deux, a pris en compte les préoccupations de l'un et l'autre camp. Et à mon avis, disons, la solution qui a été trouvée est une solution équilibrée. Elle devrait pouvoir permettre en tout cas de faire baisser la tension et d'envisager assez sereinement les élections du 11 octobre 2015. Pour Germain Nama, le retrait de celui qui est vu comme élément indispensable à l'administration territoriale est certes audacieux, mais ne saurait impacter négativement les affaires du ministère concerné. Beaucoup de gens expriment leur déception par rapport au départ de M. Barry. Mais je pense tout de même que, comme les gens l'ont relevé, M. Barry
a fait du bon travail. C'est d'ailleurs pourquoi les uns et les autres sont déçus de son départ. Ayant fait un bon travail, cela veut dire tout de même que l'essentiel du travail a été fait en ce qui concerne les élections. Qu'à cela ne tienne, Germain Nama estime que le ministre entrant, n'étant pas étranger dans l'administration, pourra achever avec sérénité la grande tâche déjà abattue par Barry. Évidemment, il ne reste plus que 3 mois. 3 mois, je pense que celui qui est là, qui n'est pas étranger également, rappelez-vous, c'est quand même un administrateur civil, M. Youssouf Ouattara. Je pense tout de même qu'il pourra piloter les élections, en tout cas bon, d'une manière assez sereine aussi, dans la mesure où l'essentiel a été fait par M. Barry. En tout état de cause, Germain Nama estime que la nouvelle équipe gouvernementale saura conduire la transition à bon port. Tahirou Baran du Paris aussi réagit. Il estime que ce départ du ministre Auguste Denis Barry est simplement une liquidation politique. Du côté de l'ANAFA, il y a aussi des réactions à travers le secrétaire général national chargé à l'organisation qui estime que c'est une bonne chose que le ministre Barry ait été débarqué. Notons également qu'au sein de la population, les avis sont partagés au sujet de ce remaniement ministériel, des opinions recueillies ici par Gaël Rodrigue. Au lendemain du remaniement technique opéré au sein du gouvernement burkinabé, les avis sont partagés. Si pour certains cela s'avère être la solution pour la bonne marche de la transition, pour d'autres ce n'était pas nécessaire. Dans ce remaniement d'abord, je pense que c'est à louer parce qu'au moins il y a quelque chose qui a été fait. On a demandé vraiment depuis un bon moment, on a vu que ça n'allait pas. Mais je pense qu'avant d'apprécier ou bien déprécier la chose, déjà il faut féliciter le fait qu'au moins il y a eu un remaniement. Maintenant, bon, dans le fond, est-ce que ce remaniement-là va vraiment arranger les choses? Là maintenant, bon, on va essayer d'attendre de voir. Il y a trop de remous au sein du gouvernement et je pense que le fait même que ce soit simplement une transition qu'on doit gérer, il ne devrait pas y avoir tous ces bouleversements qui n'en finissent pas. Et donc pour moi, ce n'était pas vraiment nécessaire de changer les choses. C'est des hommes qui sont là pour un bout de temps. Il faut juste les laisser faire leur travail. Et après, bon, pour le gouvernement définitif qui va suivre les élections, pourront prendre les choses en main et réellement poser les bases du développement, quoi. C'est un gouvernement de transition qu'ils ont mis au début. Je pense que c'est pour un objectif et ils doivent atteindre l'objectif ensemble. Et ils doivent laisser le peuple jusqu'à l'entrée des élections. Donc je pense que sur ce point, il n'était pas nécessaire qu'on trouve des moyens d'écarter d'autres personnes ou pas. Il fallait arriver à l'objectif visé par la transition et maintenant, la suite, ce serait un relais par les élections, quoi. Quant à la révocation de Denis Auguste Barry de l'équipe gouvernementale, les citoyens disent s'en remettre à la décision des autorités. Pourquoi tout ça? Mais c'est sûr que s'il a été le seul à être changé, ça signifie que, bon, en tout cas, il est un élément clé et c'est pour cela certainement qu'on l'a changé. Oui, de ce remaniement, nous constatons que le ministre Barry a été écarté. Nous pensons que là, c'est une querelle de chiffonnier entre militaires et donc le peuple ne peut s'inscrire à cela. Je pense que le patriotisme et la cohésion sociale et l'intérêt supérieur de la nation doivent prédominer à tout. Ce remaniement technique intervenu ce 19 juillet 2015 a enregistré le départ de Denis Auguste Barry du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il est remplacé par Issoufou Ouattara, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement. Le président Michel Kafando se retrouve à la tête de 2 ministères, à savoir la défense et la sécurité. Le ministère des Affaires étrangères est sous les épaules de Moussa Nebié. Issoufou Ouattara, le remplaçant du ministre Auguste Denis Barry, est désormais aux commandes du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Qui est ce ministre entrant? Sa biographie, c'est avec Hassan Nakro.
La principale information dans la nouvelle configuration du gouvernement intervenue le 19 juillet 2015 est l'arrivée de Youssouf Ouattara en remplacement de Auguste Denis Barry, qui occupait jusque-là le poste du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Désormais, ce poste revient à Youssouf Ouattara, récemment secrétaire général du ministère en charge de l'environnement. Né le 31 décembre 1959, Youssouf Ouattara est un administrateur de haut rang depuis 2002. Il était conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Auparavant, il a dirigé le Bureau national des évaluations environnementales et de gestion des déchets spéciaux au sein du dit ministère de 2009 à 2012. M. Ouattara n'était pas à son premier poste de secrétaire général. Il a dirigé le secrétariat général du Conseil économique et social de 1998 à 2004, avant d'être nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État de 2004 à 2009. Auparavant, il avait occupé d'importants postes de responsabilité au sein du ministère de la fonction publique, directeur du personnel de l'État, chargé d'études, directeur de la gestion prévisionnelle des personnels de l'État, commissaire à la réforme et à la modernisation de l'administration. Ce haut commis de l'État est également nanti de plusieurs diplômes. Il est titulaire, entre autres, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration et gestion publique, d'un diplôme de l'Institut international d'administration publique de Paris, option gestion des ressources humaines, d'un diplôme de cycle supérieur de l'École nationale de l'administration de la magistrature ENAM. Ce, après une maîtrise en droit public à l'université de Ouagadougou. Le poste du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est désormais dans ses mains et a en charge l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives d'octobre prochain. L'actualité, c'est aussi l'Union nationale des établissements privés de santé du Burkina qui a désormais son bureau. Composé de 5 membres, les membres de ce bureau ont été installés ce matin après leur élection. Le compte-rendu de l'Assemblée générale, c'est avec Hassan Nakrou. Ils sont au nombre de 5 à conduire le premier bureau de l'Union nationale des établissements privés de santé du Burkina Faso. Élu au cours d'une assemblée générale, ce lundi 20 juillet 2015, ce nouveau bureau a plusieurs missions dans son agenda. Et nous aurons des AG, nous allons rencontrer des partenaires techniques et financiers, nous allons rencontrer le ministère de la Santé, nous aurons bientôt un directeur chargé de la formation des AP et du personnel paramédicaux. Nous allons voir avec le ministère pour que ces directions aux besoins soient mises en place et comment collaborer avec cette direction. Nous allons inviter, s'il y a des écoles qui ne sont pas en règle, de se mettre à jour vis-à-vis de leur licence. Nous allons également voir comment nous pouvons appuyer le ministère dans l'organisation des examens, dans l'organisation des examens de sortie de fin d'année et surtout la révision des curricula de certaines matières. Venus des 13 régions du Burkina Faso, les initiateurs estiment que cette union sera la bienvenue au regard des difficultés que traverse le secteur. C'est une très bonne chose qu'on puisse se réunir, faire une union qui pourra nous permettre de résoudre pas mal de nos problèmes, et individuellement comme collectivement. Toute union, il y a toujours des avancées. Quand les gens se regroupent, c'est pour résoudre leurs problèmes. Et je pense que ces écoles-là étaient orphelines. Et maintenant qu'ils se sont retrouvés pour en faire une seule maison, je pense que ça ira très bien. C'est une vision globale qui s'inscrit dans l'amélioration des prestations de formation que nous offrons à nos stagiaires. Capitaliser notre synergie d'action entre formateurs, entre promoteurs d'écoles privées pour pouvoir donner une formation de qualité afin de soutenir le gouvernement dans son action. Ce bureau est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois et prenne en compte tous les établissements privés de santé du Burkina Faso. Parlons de santé, retenez que la conférence internationale de l'Union africaine sur
Ebola a officiellement débuté aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale. Il s'agit, au cours de ces travaux, d'un partage d'expériences dans le but de lutter contre la maladie et de discuter du rétablissement post-épidémie et de la reconstruction des pays affectés par le virus Ebola. Soulignons également que Michel Kafando, le président de la transition burkinabé, est en Guinée équatoriale jusqu'au 23 juillet où il prend part à cette rencontre. Société à présent, c'est la saison des pluies au Burkina Faso. C'est aussi la saison des angoisses pour les habitants des zones dites inondables. Dans le quartier d'Apoya, les occupants de ces zones, conscients du danger, disent n'avoir pas suffisamment de moyens pour changer de lieu d'habitation. Ibrahim Zongo est allé à leur rencontre juste après la pluie de ce matin. Zone périphérique de Dapoya. Cette zone, située à quelques encablures du barrage de Tanguin, fait chaque année les frais des pluies. Depuis l'inondation du 1er septembre 2009, le gouvernement d'alors avait déguerpi les habitants de cette zone pour leur attribuer des parcelles à Yagma. Mais 6 ans après, ces lieux restent toujours occupés par des populations qui se plaignent pourtant. Quand il pleut, l'eau envahit nos maisons, mais on n'y peut rien. Nous n'avons jamais su qu'habiter ces lieux est interdit par les autorités. Ici, on est en location. Et c'est par manque de moyens que nous sommes toujours ici. Si nous avions les moyens de trouver une habitation ailleurs, on n'aurait pas attendu que les autorités le disent. Monsieur Ouedraogo est un des habitants de la zone. Suite à la pluie matinale de ce lundi, toute sa cour a été envahie par les eaux et le puits familial rempli. Même s'il refuse de se prononcer à notre micro, il reconnaît cependant qu'occuper ces lieux constitue un danger permanent pour sa famille et lui. Mais faute de moyens pour construire sa parcelle à Yagma, il essaie tant bien que mal de survivre dans cette zone. Si certaines personnes restent toujours sur ces lieux par manque de moyens, d'autres ont préféré rejoindre Yagma, laissant leur parcelle entre les mains des garagistes. Ce jeune mécanicien essaie ce matin de reconstruire son mur effondré suite à la pluie. 1er septembre, depuis l'inondation du 1er septembre 2009, le propriétaire de la cour, comme bien d'autres, est parti. Il nous a loué sa propriété pour nos services. Depuis que nous sommes là, c'est le premier dommage que nous enregistrons. Nous allons essayer de clôturer avec des planches pour éviter d'autres effondrements. Comme ici à Dapoya, les zones inondables habitées sont nombreuses à travers la capitale avec les mêmes conséquences. Les mutuelles sociales se forment à accroître leur capacité sur le plan de la comptabilité. En effet, les acteurs mutualistes participent à un atelier de formation de renforcement de capacité. Depuis ce matin, le reportage est signé Gaël Rodrigue. Renforcer les capacités des acteurs mutualistes afin de les aider à tenir une comptabilité régulière, c'est l'objectif visé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale à travers l'organisation d'un atelier de formation sur le plan comptable des mutuelles sociales qui rencontrent très souvent des difficultés. Les difficultés sont réelles, effectivement. Vous pointez des doigts la vraie problématique même des mutuelles sociales. Mais il faut reconnaître déjà que les difficultés vont depuis la naissance même des mutuelles sociales, puisque la procédure de création n'est pas souvent bien suivie. Pour mettre en place une mutuelle sociale, il faut d'abord une étude de faisabilité pour se prononcer sur la viabilité et la pérennité de cette mutuelle. Vous savez très bien que c'est des groupements associatifs et lorsque l'effectif n'est pas suffisant, il va de soi que ce n'est pas sûr que ça puisse marcher. Et aussi, il y a des questions liées aux capacités contributives de nos populations. Très souvent, ces populations n'ont pas une forte capacité contributive, ce qui fait qu'on diminue les taux de cotisation. Et pourtant, quand c'est diminué, ça cause un véritable problème. Et en dehors de cela, il faut reconnaître la question même de mobilisation financière. Les cotisations ne rentrent pas. La plupart des mutuelles sont autour de 50% de leur recouvrement. Ce qui fait que ce n'est pas toujours évident, alors que les prestations d'une année sont aussi fonction du volume de cotisation attendu sur cette année-là. Donc ça fait que l'un dans l'autre il y a réellement des difficultés. Mais aussi, en plus de cela, il faut reconnaître que l'environnement institutionnel et juridique n'était pas tout à fait
aussi à leur faveur parce que la mise en œuvre des textes en la matière est confrontée à d'énormes difficultés. Selon le directeur de la promotion des mutualités au ministère de la fonction publique, cette formation est la bienvenue car elle permettra leur bon fonctionnement. Permettre aux acteurs qui sont concernés par la gestion des mutuelles sociales et le suivi et évaluation des mutuelles sociales d'avoir les rudiments. Et on sait très bien que ce plan comptable est inspiré du plan comptable Sisqua et aussi du plan comptable Cypress, qui est un plan comptable qui a été mis en place pour suivre la comptabilité des organismes qui gèrent les structures d'assurance. Et en mutualité, nous sommes dans un domaine d'assurance. Qui dit assurance dit risque, et le risque n'est pas toujours prévisible. Et donc, on espère qu'à la sortie de cette formation, au moins nos participants pourront maîtriser les rudiments de ce plan comptable et pourront bien évidemment les mettre en œuvre aisément au bonheur de leurs membres. Au sortir de cet atelier, les organisateurs souhaitent que les acquis engrangés par les participants profitent aisément à leur groupe. Les acteurs du monde rural se concertent depuis ce matin au conseil régional du centre à Ouagadougou. Sous la bannière de la Confédération paysanne du Faso, cet atelier de consultation vise à contribuer à l'élaboration du deuxième cycle de la stratégie de croissance accélérée du développement durable SCAD. La 6e édition des universités d'été des droits humains a débuté ce matin à Ouagadougou. Activistes et défenseurs des droits de l'homme de divers horizons réfléchissent au respect des droits humains dans la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique. Jérôme William Batioun. Colloque, foire gastronomique, nuit de musique et de danse traditionnelle, ce sont entre autres autant d'activités qui jalonneront les journées culturelles Gouroussi avec à la clé une exposition muséale au musée national. Du 24 juillet au 18 octobre, le musée ouvre ses portes au groupe Gouroussi à travers une exposition éponyme. Il s'agit d'une initiative inédite car c'est la toute première fois que le musée consacre et concentre ses activités sur la valorisation d'un groupe spécifique sur cette période de temps, c'est-à-dire 3 mois. Une occasion qui permettra de découvrir ce grand groupe ethnique qui va au-delà des frontières du Burkina. Le groupe Gouroussi n'existe pas qu'au Burkina Faso. J'allais dire c'est un groupe ouest-africain parce que vous avez les Gouroussi au Burkina Faso, évidemment. Il en existe au Togo, il en existe au Ghana, il en existe en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le volet animation artistique et musicale, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour offrir un événement inédit selon le directeur artistique. On a opté pour faire les concerts à l'extérieur, même si c'est une période pluvieuse. Et on a fait appel à Faso Seno pour la mise en espace. Et donc ils sont en train de nous proposer un concept de pouvoir trouver un emplacement, un podium. Et puis s'il pleut, peut-être qu'on va reporter le concert, mais c'est important d'être en extérieur pour jouer. Donc on a vu l'infrastructure que le musée national a et on s'est dit que ce n'est pas forcément suffisant. Donc avec Faso Seno, on est en train de voir comment ils vont nous proposer une mise en espace pour que quand quelqu'un rentre dans le musée, si on n'est même pas en village Gouroussi ou Kassena, qu'on se retrouve dans un jumbo populaire ou un dino ou un abonon, pour qu'on puisse faire une belle soirée. Il faut noter que l'exposition muséale se poursuivra jusqu'au 18 octobre 2015 pour une réelle promotion du patrimoine culturel Gouroussi et surtout pour le plaisir des amoureux des valeurs de ce groupe. Vous venez plutôt de suivre la conférence de presse annonçant donc les journées culturelles Gouroussi qui sont prévues du 24 juillet au 18 octobre prochain. Et la 6e édition des universités d'été des droits humains qui a débuté ce matin se poursuit. Activistes et défenseurs des droits de l'homme de divers horizons réfléchissent au respect des droits humains dans la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique. Le reportage est signé Jérôme William Batioun. Venus de différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, des activistes et défenseurs des droits de l'homme participent depuis ce lundi 20 juillet à la 6e édition des universités d'été des droits humains du CIFDA, le centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique.
sous le thème « Gouvernance du secteur de sécurité en Afrique, rôle des acteurs pour une meilleure garantie des droits humains », ces rencontres se tiennent dans un contexte particulier selon les organisateurs. Elle interroge et se nourrit de l'actualité récente, les liens sont clairs, pour porter le débat à un niveau régional et surtout pour prendre le temps de discuter des stratégies d'action permettant aux organisations de la société civile d'agir. Sur les aspects thématiques, les universités d'été ont par ailleurs la chance de pouvoir compter chaque année sur l'engagement et la contribution d'experts régionaux ou internationaux afin d'assurer que la thématique soit portée de manière forte et compétente. Un thème que justifie le président du conseil d'administration du CIFDA. Vous avez la question donc du grand banditisme qui se développe, vous avez la question de la criminalité transfrontalière et bien souvent la lutte contre ces phénomènes entraîne malheureusement des violations des droits humains et il était important pour nous en tant qu'acteurs du domaine donc des droits de l'homme de nous interroger sur la possibilité et l'utilité, sinon même l'exigence de conciliation entre cette nécessité donc de préserver donc la sécurité qui est un droit pour les citoyens et pour la population dans sa collectivité, mais aussi de préserver donc les droits humains. Quant aux attentes des participants, elles sont grandes au sortir de ces universités d'été. La conférence inaugurale a été très pertinente. Je pense à la fin de cette formation vouloir saisir la notion de la sécurité, les problèmes de la sécurité en Afrique et participer à l'assainissement de ce secteur en tant que membre d'organisation de la société civile. Durant 7 jours donc, ces 35 jeunes participeront à des conférences débats autour de divers modules en vue de s'outiller pour davantage contribuer à la défense des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Direction le Sénégal, attendu depuis des années par les familles des victimes. Le procès Hissène Habré s'est ouvert ce matin à Dakar. Quelques heures avant l'audience, les partisans de l'ancien président tchadien ont été expulsés de la salle après un scandale. L'accusé lui-même se serait débattu dans son box. L'ex-dirigeant tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Un procès donc qui est très attendu par les familles des victimes qui réclament justice depuis des années. Et c'est cette information qui met fin à ce 20h sur Burkina Info. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.